1985, conférence à Paris, Centre Georges Pompidou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la causerie de ce soir porte sur l'importance de l'Égypte dans les civilisations africaines. Et lorsque je parle de civilisation africaine, il s'agit bien de l'ensemble des civilisations du continent africain. Je crois que nous devons de plus en plus nous habituer à concevoir le continent africain dans sa globalité, puisqu'aussi bien, depuis des millénaires, ce continent, à notre insu, nous a coulé dans le même moule. Bien sûr, je mettrai davantage l'accent sur l'origine même de cette civilisation, le processus de son développement à travers le temps, mais ne perdez jamais de vue ce point de vue unitaire de ma pensée. Cette précaution d'usage prise, je crois que il est bon de serrer de près les conditions même d'émergence de cette civilisation. Et ceci nous oblige à dire ne serait-ce que deux mots sur également le processus d'apparition de l'humanité. Tout cela ne fera qu'éclairer davantage notre chemin et nous permettre de saisir mieux des faits qui étaient restés jusqu'ici dans l'ombre, en dehors de l'explication scientifique. Vous savez que jusqu'à une époque relativement récente, les théories étaient nombreuses qui faisaient venir les populations qui ont civilisé l'Afrique de toutes les régions. On peut dire qu'il y avait autant de théories que de points cardinaux. C'est l'avènement des méthodes de chronologie absolue qui a permis de mettre fin à cette sorte d'anarchie et de jeter une lumière singulière sur les faits préhistoriques et même sur les faits historiques. En effet, c'est depuis que l'on a pu assigner des dates absolues aux faits préhistoriques et même à des faits historiques jusqu'à quelques siècles avant nous, que l'on a commencé à voir clairement dans l'histoire de l'humanité. Jusque-là, les méthodes de datation qui étaient utilisées reposaient sur la stratigraphie et elles n'étaient pas assez fines et assez pertinentes pour obliger la plupart des savants à changer les idées qu'ils aimaient se faire sur l'origine de l'humanité. Ainsi, une grave autorité à l'époque s'était prononcée en disant que l'Afrique était à la traîne. Cela voulait dire que tout ce qu'on pouvait trouver en Afrique comme fait de civilisation ne pouvait dater que d'une époque relativement récente et qu'il était même devenu une sorte de sacrilège de comparer les faits de civilisation africaine des faits de civilisation des autres continents. Il fallait considérer l'ensemble du continent africain à part. Et ensuite, ce fut l'avènement des méthodes radiométriques. Vous connaissez ces méthodes. Comme je viens de vous le dire, elles permettent de dater de façon précise l'âge des événements. C'est ainsi que l'on a su que, contre toute attente, l'Afrique, qui jusque-là était peut-être le continent le moins fouillé au niveau de l'archéologie préhistorique, c'est bien cette Afrique qui est le berceau de l'humanité. Et au fil des ans, ces découvertes se sont précisées. Aujourd'hui, nous savons de façon quasi certaine que c'est bien dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie,
c'est bien dans cette région des Grands Lacs que le phénomène humain est apparu. C'est bien là que l'humanité a pris naissance, suivant un axe qui, nord-sud, peut descendre même, quelquefois, jusqu'en Afrique du Sud. Nous savons que cette séparation de l'homme et de l'animal, s'est effectuée il y a environ 5 500 000 ans. Je vais passer très rapidement pour arriver à la période proprement historique de la civilisation égyptienne qui vous intéresse, mais je dois quand même remonter à ses racines, qui sont en même temps aussi celles de l'humanité. Donc, c'est dans cette région que l'humanité a pris naissance. Nous pouvons dire en gros qu'il y a eu 6 spécimens d'hominidés. L'homme et ses cousins forment la famille qu'on appelle les hominidés. Cette famille comprend 6 spécimens. Les 3 premiers spécimens n'ont jamais atteint un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique, du moins tel est le cas dans l'état actuel de la recherche. Les 3 derniers spécimens, seuls, ont atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique et aller peupler le reste de la Terre. C'est donc dire que toute l'espèce humaine, sous sa forme diversifiée actuelle, est d'abord née en Afrique et est sortie de l'Afrique en 3 vagues successives pour peupler le reste de la Terre. Et c'est au cours de ce peuplement du reste de la Terre que l'espèce humaine s'est différenciée en d'autres races. Ce point de vue doit être saisi clairement. Les 3 premiers spécimens dont je vous ai parlé, que je viens d'évoquer et qui portent des noms barbares que vous n'êtes pas obligé de retenir, sont évidemment les 2 variétés d'Australopithèque, Robustus et Gracile, l'Homo habilis. Ces 3 spécimens ne sont jamais sortis du continent. Ensuite, il y a eu l'Homo erectus. C'est le premier spécimen sorti de l'Afrique qui est entré en particulier en France. L'homme qu'on appelle l'homme de Totavel, et on a fait une exposition d'ailleurs de l'homme de Totavel au musée de l'homme, peut-être vous l'avez visité. Il est arrivé en France aux environs de 400-500 000 ans à tout casser. Cet homme aussi, qui était déjà très évolué, va disparaître, va aboutir à une sorte de voie de garage, ce qu'on appelle une évolution buissonnante. C'est-à-dire, le phylum central de l'arbre généalogique de l'humanité continue à pousser, et puis des branches latérales s'en détachent et qui n'aboutissent à rien, qui s'éteignent, disons, après avoir supporté l'humanité pendant un certain temps dans son développement. Ça a été le cas de l'Homo erectus, que nous trouvons ici en France, mais il était sorti de l'Afrique. Il est passé probablement par le détroit de Bering, de Gibraltar, peu importe, et par l'isthme de Suez aussi. Le même homme, on le trouve en Asie également, partout dans le vieux monde, sauf en Amérique. Ensuite, il y a eu l'homme de Néandertal qui l'a suivi. L'homme de Néandertal a vécu pendant le Vurmien, la dernière glaciation que la Terre a connue et qui a duré 100 000 ans. C'était une période extrêmement froide. Et l'homme de Néandertal a vécu pendant cette période. On avait pensé que l'homme de Néandertal était vraiment un spécimen typiquement européen, que peut-être même il était issu de la spécialisation, en quelque sorte, de l'Homo erectus en continent européen pendant cette période de la dernière glaciation. Mais les dernières découvertes africaines s'inscrivent en faux contre cette conception, parce qu'on a trouvé également en Afrique des hommes de Néandertal, et chaque fois les fossiles africains sont plus anciens que les fossiles européens. Il y a toujours ce décalage chronologique qui permet d'expliquer les derniers par les premiers. Ainsi donc, ce point de vue ancien doit être révisé dans le sens d'une origine africaine et non pas d'une spécialisation de l'Homo erectus sur le continent européen. Et le dernier spécimen, c'est l'Homo sapiens, l'homme 2 fois sage, qui a un front haut, qui a la morphologie de l'homme moderne actuel, que cet homme soit noir, blanc ou jaune. Ce dernier
Donc, l'homme comme vous et moi, quelle que soit son apparence physique, cet homme est sorti de l'Afrique, est apparu, est attesté en Afrique, il y a 120 000 ans, à l'exclusion de toute autre région de la Terre. Cet homme va vivre en Afrique sans sortir du continent jusque vers moins 40 000 ans. Il atteint à son tour un potentiel d'expansion pour sortir du continent africain. Cela veut dire que si ces 3 spécimens d'humanité n'étaient pas sortis de l'Afrique et y étaient restés cantonnés, le reste de la Terre aurait été désert, n'aurait pas été habité, et l'humanité aussi aurait été homogène. L'humanité ne se serait pas différenciée en changeant d'apparence sous des climats différents. L'humanité serait restée homogène. Cela veut dire que cette première humanité était nécessairement négroïde. Les premiers spécimens d'hommes apparus sur la Terre, sous la latitude du Kenya, étaient nécessairement des négroïdes, pour la simple raison que sous cette latitude, le flux de radiation ultraviolette est tel qu'aucun organisme supérieur ne peut vivre et survivre sans être protégé par un écran de mélanine. Parce que, vous voyez, la nature ne fait rien au hasard, et la nature a protégé l'espèce humaine sous la latitude équatoriale où elle est née par un écran de mélanine, sinon cette humanité n'aurait pas survécu. Si la nature s'était prononcée en sens inverse, et si l'humanité avait d'abord pris naissance ici en Europe, sous les latitudes tempérées, elle eût été d'abord leucoderme. Elle n'aurait pas été pigmentée, la pigmentation n'aurait pas été nécessaire pour la protéger d'un flux de radiation quasi inexistant. Donc, l'humanité eût été leucoderme, et en se déplaçant dans les conditions de la préhistoire, pour aller peupler les autres continents, cette humanité, en arrivant sous l'équateur, se serait nigrifiée ou aurait disparu. Donc, cette manière de présenter le changement d'apparence de l'humanité et l'apparition des races est la meilleure façon de relativiser même la notion de race et de vous montrer que nous ne devons pas y attacher une importance obsessionnelle. Donc, c'est le hasard de l'évolution qui a voulu que l'homme ait pris naissance en Afrique, donc l'homme était d'abord noir. Et cet homme est l'ancêtre de toutes les autres races. Et en sortant de l'Afrique, vers moins 40 000 ans, et en entrant en Europe, cette première population négroïde va vivre dans le midi de la France et de l'Europe. Elle est entrée par l'Espagne, et le chemin qu'elle a suivi, justement, est tracé par toutes les peintures rupestres qu'elle a laissées, par l'art aurignacien, plus exactement, que cette humanité a laissé, dans la région de l'Autriche, avec les Vénus Willendorf, jusqu'au lac Baïkal, dans la région de Crimée, dans toute l'Europe méridionale, à l'exclusion de l'Europe du Nord, qui à cette époque, sous la dernière glaciation, il y a 40 000 ans, au moment où cette humanité quittait l'Afrique pour entrer en Europe, toute la région nord de l'Europe était inhabitable. Toute la Scandinavie était sous les glaces, et c'est seulement après la fonte des glaces que l'on va trouver une humanité en Scandinavie, des traces de vie humaine. De la même façon, tout le nord de l'Angleterre était inhabitable, toute la Sibérie était inhabitable. Dans une de nos publications, nous avons donné justement la ligne, le front des moraines glaciaires qui montre les régions de l'Europe que l'homme pouvait occuper à cette époque. C'est dire que ces Africains qui sont entrés dans la région froide, dans la région tempérée, vont s'adapter à des conditions climatiques très dures, vont descendre le plus au sud possible dans la région de Monaco, où vous trouvez encore les spécimens, au musée du Prince de Monaco, vous verrez le grimaldien, c'est-à-dire le noir typique qui a peuplé l'Europe
de moins 40 000 jusqu'à moins 20 000 et qui, en s'adaptant à de nouvelles conditions climatiques, va changer d'apparence. Et ce changement par évolution et par mutation, vous voyez bien, ne concernera que quelques gènes qui vont changer la morphologie faciale, qui vont changer le teint à partir du moment où l'homme vit sous le climat tempéré. Là, ce sont les individus à peau claire qui sont les mieux adaptés, contrairement à ce qui se passait en région équatoriale. Et donc, par sélection-adaptation, le teint va s'éclaircir et, vers moins 20 000 ans, apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une nouvelle race qui correspond à la morphologie leucoderme, à l'homme de Cro-Magnon. Il importe donc de bien saisir ces deux éléments d'un chaînon qui se développe. L'homme de Grimaldi, le premier habitant de l'Europe, qui est un envahisseur négroïde, qui, par mutation et évolution sur le continent européen au bout de 20 000 ans, donne naissance au premier leucoderme, n'est-ce pas, qui est l'homme de Cro-Magnon, qui est le responsable de l'industrie solutrienne à belle lame que vous connaissez aussi très bien. Mais antérieurement à cette période, la morphologie leucoderme n'est pas attestée. Et ainsi de suite, cette humanité donc va irradier tout le continent asiatique et à travers le détroit de Bering, elle va peupler l'Amérique. Ainsi, les trois Amériques ne connaissent pas les trois spécimens d'hommes dont je vous ai parlé, ne connaissent même pas les 5 spécimens d'hommes antérieurs. Les trois Amériques ne connaissent que l'Homo sapiens sapiens qui a traversé le détroit de Bering, qui était guéable pendant la dernière glaciation. Et donc, c'est ainsi que l'Amérique a été peuplée par l'homme moderne. De la même façon, ces hommes vont peupler aussi l'Australie et la Chine et le reste du monde. Voilà le processus d'apparition de l'humanité, sa différenciation et comment la Terre a été peuplée à partir de l'Afrique. C'est dire que cette humanité est une et qu'elle a les mêmes capacités intellectuelles, quelle que soit son apparence. Il peut y avoir des situations de fortune, des changements dans l'évolution, dans les conditions de vie, mais les capacités de cette humanité sont les mêmes et l'anatomie du cerveau a prouvé ceci. On n'a jamais trouvé, depuis qu'on le cherche, des différences anatomiques au niveau de la structure du cerveau et en particulier au niveau du lobe antérieur du cerveau qui permet surtout de distinguer l'homme de Néandertal de l'Homo sapiens sapiens. On a cherché des différences significatives qui soient susceptibles d'être interprétées en termes de hiérarchisation et on n'a jamais pu en trouver. Donc, toutes les races ont les mêmes capacités et toutes les races ont la même origine. Ceci aussi doit amener l'humanité à se mettre dans des dispositions plus favorables pour la fraternisation. Vous voyez, il y avait deux théories qui s'affrontaient sur le terrain de l'anthropologie physique. La théorie polycentrique qui supposait que certaines conditions étant réunies, il devait y avoir un homme blanc, un homme noir et un homme jaune, et que ces races ont trois origines différentes et vont converger pour donner l'humanité actuelle, la famille humaine. Donc, du fait que cette famille humaine a trois origines indépendantes, la hiérarchisation raciale est possible. Voilà la philosophie qui sous-tend la théorie polycentrique. Il ne faut pas la perdre de vue. Et c'est pour ça que cette théorie est une théorie conservatrice également. Et elle a été défendue âprement, mais aujourd'hui, la vérité est restée à la science, et l'on sait que cette théorie a vécu. L'humanité a une seule origine. Ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres, au lieu de nous éloigner et de nous haïr les uns les autres. Cet aspect moral de la question n'est pas négligeable, mais il ne faut pas aussi, par désir de moralisation, aussi modifier les faits scientifiques ou les tronquer ou prendre des libertés avec ces faits, ce que nous n'avons jamais, nous n'avons jamais été coupables de cela. Ce que je vous dis, ce sont les dernières conclusions scientifiques. C'est la thèse monocentrique, monogénétique, qui a triomphé. Et ceux qui soutenaient la thèse polygénétique ignoraient un point fondamental de l'évolution humaine,
Ils ignoraient surtout le fait que la nature ne passe jamais 2 fois par le même point dans son évolution. Il est impensable, quand on y regarde de près, que la nature ait créé 3 fois le même spécimen. La nature ne l'a jamais fait dans son évolution. La nature n'a jamais créé 2 fois la souris, 2 fois le chat ou 2 fois l'espèce humaine. La nature, au passage, crée une espèce et puis ensuite cette espèce se différencie, évolue, s'éteint ou se développe, se fragmente, mais la nature ne revient pas en arrière pour créer 3 fois l'homme ou 2 fois l'homme. Elle a créé 1 fois l'homme en passant et elle l'a fait en Afrique, c'est tout.